Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de 33 minutes pour la planète. Donc la série de webinaires que l'équipe du Zero Water a concocté aujourd'hui sur la thématique de la climatisation. 33 minutes pour la planète, c'est une série que nous avons construite pour partager nos retours d'expérience concernant la maîtrise des énergies dans le bâtiment. 33 minutes, 33 comme chez le docteur. Le but, c'est de faire un diagnostic et de proposer des solutions par l'expérimentation et des résultats que vous pouvez ensuite dupliquer au sein de vos organisations. Et Zero Water, c'est notre objectif. Zero Water, pourquoi? Pour simplement être capable de ne pas ponctionner à la planète plus que ce que nous sommes capables de lui restituer pour nos activités et en particulier pour tout ce qui concerne la dépense d'énergie et de fluide dans le bâtiment. Voilà. La thématique aujourd'hui que nous abordons, c'est la climatisation. Alors, nous l'avions prévu suite à la période de canicule que nous avons vécue à l'été 2018. Nous avons été les uns et les autres confrontés à une situation exceptionnelle face à laquelle il a fallu réagir, il a fallu intervenir, il a fallu s'adapter pour pouvoir supporter des températures anormalement élevées par rapport à ce que l'on connaît et ce que nos bâtiments et nos systèmes sont capables de supporter. Nous avons, au sein de l'équipe du Zero Water, échangé et décidé de vous proposer ce webinaire au début de l'été. Parce que nous sommes dans l'actualité, nous ne pensions pas à ce moment-là que nous allions vivre une nouvelle période de canicule, mais cette fois-ci au mois de juin, où en France et ailleurs, des records de température ont été battus. Et donc, cette nécessité de s'adapter donc à ce nouveau climat est devenue absolument indispensable. Et nous pensons d'ailleurs, nous voyons que ce que nous appelons aujourd'hui la canicule, ce que nous avons vécu l'été dernier, en fait, va devenir simplement l'été et qu'il va falloir trouver une nouvelle définition et de nouveaux paramètres et de nouveaux records à battre pour ce que nous appellerons dans le futur la canicule. Voilà. Ce webinaire, donc, il traite, comme je l'ai dit, en termes de périmètre, voilà, il traite du bâtiment. Notre activité à Zero Water, elle est centrée sur le bâtiment. Donc, on adresse des responsables qui ont des patrimoines immobiliers tertiaires à gérer, à exploiter, pour leur permettre de partager donc nos expérimentations. On ne traitera pas ni du résidentiel, ni de l'industriel, qui sont des secteurs différents pour lesquels les solutions sont évidemment également différentes. Alors, dans notre secteur, aujourd'hui, en France, la climatisation, ça concerne 25% des bâtiments, contre seulement 4% dans le résidentiel. Le déroulement de ce webinaire, il va être en trois parties. La première partie, une première partie historique pour voir comment, à travers le temps, on s'est adapté à ces fortes chaleurs. La deuxième partie, donc le cœur du webinaire, c'est le retour d'expérience sur ce que nous avons réalisé à l'été 2018. Et enfin, la dernière partie traitera des alternatives possibles à la climatisation. Voilà pour l'agenda aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite avec l'histoire et on va aller à la fois loin dans l'espace et dans le temps. On va regarder ce que faisaient les Perses. Donc ça, c'est 400 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire ça fait 2500 ans. Et déjà à l'époque, la fraîcheur était recherchée. Et vous voyez là la construction d'un édifice qu'on appelle le Yakchal, qui est un édifice semi-enterré et qu'utilisaient les Perses en fait pour se rafraîchir. En fait, le principe était l'hiver, il y avait de la glace, ça gelait, donc il y avait de la glace et la glace était acheminée et stockée dans ce bâtiment en forme de dôme qui est semi-enterré. Donc la glace était effectivement sous terre. Il y avait 5000 mètres cubes tout de même de glace qui était enterrée et ce qui permettait de la conserver dans cet édifice jusqu'à l'été. Et l'été, ça leur permettait d'avoir un petit peu de fraîcheur. Donc voilà un système simplement, on va dire, de conservation du froid. Et on verra quelques principes
thermodynamiques un petit peu plus tard, qui permettent d'expliquer en fait ce fonctionnement. Donc ça, c'était voilà, il y a 2500 ans, plus près de nous, en France, on avait des glacières. Donc c'était en fait là aussi des édifices qui étaient construits pour stocker de la glace, du froid, et qui permettaient ici dans l'exemple à Madame de Pompadour de déguster ses sorbets rafraîchissants au cours de l'été. Donc la thématique du frais l'été quand il fait chaud a été effectivement à traverser toute l'histoire. Il a fallu attendre cependant le 19e siècle pour que les frères Carré, donc Ferdinand et Edmond Carré, inventent ce que l'on connaît aujourd'hui sous le terme de réfrigérateur. Donc l'invention était basée sur l'utilisation d'un gaz, l'ammoniac, qui était véhiculé dans de l'eau, donc avec une machine à absorption, et ce qui permettait effectivement, par le changement d'état que l'on va voir un petit peu plus tard, de produire du froid. Et bien leur invention, ça leur a permis de fabriquer ces réfrigérateurs pour permettre de produire de la glace en continu. Et pendant 30 ans, ça leur a permis de dominer le marché du réfrigérateur. Donc voilà l'origine, l'invention, on va dire, du froid du réfrigérateur. Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour voir l'invention du premier système de climatisation. Et ce premier système de climatisation a été inventé par Willis Carrier. Vous connaissez certainement la marque Carrier, c'est cet inventeur américain qui a découvert ce procédé. Alors l'histoire raconte que c'est en fait en faisant passer de l'air à travers de l'eau qu'il a créé du brouillard et compris qu'on pouvait de cette manière-là produire de l'air et piloter le degré d'humidité de cet air et donc la température derrière et la sensation de fraîcheur. Voilà. En 1902, donc, on invente le climatiseur et on arrive aujourd'hui, alors selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, à 1,6 milliard de climatiseurs dans le monde. Donc ça donne une idée du développement de ces appareils, et il y en a la moitié qui sont installés dans les États-Unis et la Chine. Donc ces deux pays, à eux seuls, font la moitié du marché mondial de la climatisation. Ce qui nous pose une question, c'est de savoir si on va aller vers un système de climatisation, comme on l'a fait pour les voitures, par habitant. Les chiffres, là aussi, de l'Agence internationale de l'énergie, l'IAE, sont de plusieurs milliards, quoi qu'il arrive, plusieurs milliards de systèmes qui seront commercialisés et installés dans les années qui viennent. Ça pose la question, y compris de la consommation d'énergie. Juste quelques chiffres. Aujourd'hui, on considère que 20% de la consommation d'électricité dans le bâtiment vient de l'air conditionné, des systèmes de climatisation et d'air conditionné, là aussi dominés par les États-Unis et la Chine. Mais 20% de la consommation d'électricité, juste pour donner des ordres de grandeur. Et ça représente, donc la climatisation à elle seule, 10% de la consommation d'électricité mondiale. Donc, si on rapproche ça de l'informatique, on parle du cloud, de tous les systèmes informatiques du monde, c'est autant que les systèmes informatiques. C'est-à-dire qu'à eux deux, ils représentent 20% de l'électricité consommée dans le monde. Donc, la question est effectivement importante de savoir comment on va pouvoir réduire, maîtriser l'augmentation de ces consommations d'énergie. Voilà pour le petit rappel historique et pour nous situer la problématique par rapport à la consommation mondiale d'énergie par ces systèmes de climatisation. Ce que je vous propose à présent, c'est de vous présenter donc ce retour d'expérience, un petit rappel de physique, parce que c'est placé sous la loi de la thermodynamique, la loi des gaz parfaits. En fait, on va voir comment on peut, grâce à un changement d'état de gaz, produire du froid.
à l'inverse du chaud d'ailleurs. Et tout ceci, c'est à travers la loi des gaz parfaits. On a ici le scientifique Amadeo Avogadro qui a participé donc à l'élaboration de cette loi. Je vous laisserai découvrir ses travaux juste pour l'illustrer et l'expliquer. En fait, cette loi de thermodynamique, on va dire que la pression et le volume d'un gaz est proportionnel à la température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'élève la pression, on prend l'exemple ici d'une pompe à vélo, si je presse le gaz, je vais réduire le volume, augmenter la pression, réduire le volume, et dans le même temps, je vais donc dégager de la chaleur. Donc, si j'arrive à dégager de la chaleur en augmentant la pression, en transformant donc une basse pression en haute pression, à l'inverse, quand je vais détendre ce gaz, donc je vais passer d'une haute pression à une basse pression, je vais pouvoir récupérer des calories et donc rafraîchir l'air extérieur. Voilà un exemple de schéma de fonctionnement d'un système de production de froid, donc de climatisation, donc sur le principe de la loi de thermodynamique que je viens de vous présenter. Donc ce système, vous voyez une partie bleue, c'est le compresseur, donc on va dire que c'est la pompe. Dans le compresseur, on a un gaz que l'on va comprimer de manière à pouvoir, donc comme on l'a vu, élever la température, et cette température va permettre de condenser donc le gaz, donc avec un changement d'état à haute pression. C'est le condenseur qui va être en contact avec le circuit de refroidissement. Une fois qu'on est passé en haute pression, on passe à un détendeur et qu'on a laissé les calories, on passe à un détendeur qui va, comme je l'ai expliqué, aller dans le sens inverse, permettre de passer de haute pression à basse pression et au contact de l'air ambiant de la pièce, donc capter les calories de la pièce et donc, en captant les calories, provoquer un effet de rafraîchissement donc de la pièce internaire concernée. Donc voilà très schématiquement comment fonctionne ce système de climatisation. Alors pour juste situer par rapport aux autres systèmes existants, on parle ici de climatisation, on ne parle pas du rafraîchissement, le rafraîchissement étant juste en fait dépendant de la température extérieure, donc on ne peut pas contrôler la température intérieure d'un bâtiment avec un système de rafraîchissement. Par contre, la climatisation, ça permet de contrôler cette température intérieure et on va voir dans l'exemple que je vais vous présenter. Et on parle de système d'air conditionné. Bon, il n'y a pas une grande différence, mais on va dire que l'air conditionné, c'est plutôt, on va retrouver en particulier dans les process industriels. Donc nous, on va traiter ici d'un exemple de système de climatisation. Alors, cette expérimentation, voilà en quelques étapes comment on peut le décrire. Tout d'abord, on a adressé ici la problématique d'un établissement qui reçoit du public. Donc, c'est un établissement dans lequel il y a du personnel qui travaille et qui va recevoir le public. Et donc, effectivement, avec un besoin de température, de confort pour les occupants, à la fois le personnel et le public. C'est un établissement qui est ouvert du mardi au dimanche, donc fermé le lundi. Il y a une particularité, mais qu'on retrouve souvent avec nos systèmes, à la fois nos systèmes de chauffage et nos systèmes de rafraîchissement, c'est une difficulté d'usage de ces équipements et de ces systèmes par les personnels qui sont présents. Donc par manque de formation, d'information et parfois, et d'ailleurs parfois oui, de complexité des systèmes avec lesquels ils vont avoir à fonctionner. C'est un établissement dans lequel on avait des dépassements de puissance souscrite, c'est-à-dire qu'en fait les appels de puissance en particulier avec la climatisation, pas seulement aussi l'éclairage, aussi l'informatique, mais le système de climatisation avait un appel de puissance important, faisait qu'on avait des dépassements de puissance souscrite, donc des pénalités sur la facture d'électricité, et c'est arrivé en particulier au début de l'été 2018 avant qu'on puisse intervenir. Et puis dernier point, cet établissement avait un fonctionnement permanent
de la climatisation. Là aussi, on le voit souvent, c'est-à-dire que les systèmes CVC, climatisation, ventilation, chauffage, sont parfois utilisés de manière permanente. Ils fonctionnent 24/7, alors qu'on peut avoir, dans un certain nombre de cas, la possibilité de réguler, donc d'abaisser ou d'arrêter même un système quand le bâtiment est inoccupé. Voilà pour la présentation donc, du bâtiment sur lequel nous avons travaillé. Maintenant, à partir de là, on est effectivement face à une problématique et il faut proposer un plan d'action. Alors voilà le plan d'action que nous avons proposé en quelques étapes. Tout d'abord, le système de climatisation, donc il y a un groupe froid qui est effectivement installé pour produire le froid dans l'établissement. Il a un système de pilotage, un système de régulation. Ce système de régulation, bien souvent, il a été installé et il n'est jamais modifié. Or, il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels on peut jouer et qui permettent effectivement de modifier le fonctionnement de cet appareil. Ici, la première action que nous avons réalisée, c'est que nous avons augmenté la température de consigne du groupe froid. On est passé de l'eau à 11 degrés, l'eau fraîche, de 11 degrés à 13 degrés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque la température de l'eau dépasse cette consigne, alors le groupe froid se met en route pour abaisser la température de l'eau froide qui ensuite va circuler dans les différents étages et dans les différentes pièces du bâtiment pour le rafraîchir. Donc, passer de 11 degrés à 13 degrés, c'est en fait changer ce point de consigne et permettre au groupe froid de démarrer moins souvent avec une température de consigne de 13 degrés, tout en conservant donc le contrôle de la température que l'on va avoir dans les pièces. Voilà pour la première action. La deuxième action, là aussi importante, je vous disais que le système de climatisation fonctionnait en permanence. Donc, ce que nous avons fait là, c'est que nous avons modifié, y compris les horaires de fonctionnement de la mise en route de ce groupe froid. C'est-à-dire que nous nous sommes aperçus, après quelques essais, que nous pouvions couper le système, donc l'arrêter en fin d'après-midi et le redémarrer tôt le matin. Et de la même manière, nous pouvions, je vous ai dit que le bâtiment était fermé le lundi, donc le dimanche en fin d'après-midi, nous pouvions l'arrêter et ne le redémarrer que le mardi matin. Effectivement, le risque dans ces cas-là, c'est un échauffement trop important à l'intérieur du bâtiment pendant cette période. Et c'est également le fait que le groupe froid, le système de climatisation ne parvienne pas à rétablir la température de confort pour les occupants à l'ouverture le mardi matin et chaque matin de la semaine également. Donc, ce que nous avons fait pour le vérifier, on a travaillé comme des scientifiques avec de l'expérience. On a expérimenté. Donc, on a modifié les paramètres. À chaque fois qu'on modifie les paramètres, on vérifie, c'est-à-dire qu'on mesure le résultat. Dans la démarche Zero Water, la mesure est omniprésente. C'est-à-dire, on agit, on essaye, on mesure. Si ça ne fonctionne pas, on revient en arrière. Si ça fonctionne, on améliore. C'est ce que nous avons fait là dans notre exemple. Donc, ce que l'on a fait pour ça, c'est qu'on a pris les informations à la source. L'établissement comportait une centrale de mesure dans le TGBT et évidemment un compteur Enedis, le compteur d'électricité du distributeur. Donc, ça nous a permis de relever les consommations d'énergie, consommation d'électricité, énergie active consommée par l'établissement à chaque période de temps, sachant qu'on peut descendre jusqu'à un point de mesure 10 minutes. Et également, ça nous permet de mesurer, plutôt de lire la mesure de ces compteurs, de la puissance instantanée, pour s'assurer qu'on ne dépassait pas la puissance souscrite du contrat. Comme nous avions remonté la consigne de température du groupe froid, les appels de puissance étaient moins fréquents et moins importants. Donc, grâce à ces mesures, on a pu s'apercevoir qu'effectivement, au redémarrage du groupe froid, on ne dépassait pas la puissance souscrite
et que effectivement, au global, on réduisait la consommation d'énergie. Ensuite, pour compléter ce dispositif de mesure, il fallait également s'assurer que la température intérieure de l'établissement était dans les seuils qui étaient nécessaires pour à la fois le personnel et pour les visiteurs, pour le public qui entrait dans cet établissement. Pour cela, nous avons installé une sonde de température. Alors, une sonde de température aujourd'hui, vous en trouvez sur le marché, qui sont à lecture directe, mais nous avons préféré dans ce cas-là choisir une sonde de température avec le protocole qu'on appelle LoRa, de l'Internet des objets, c'est-à-dire que c'est une sonde qui est sur batterie, qui peut fonctionner de manière autonome pendant 10 ans et qui a l'intérêt de nous envoyer les mesures de température au pas horaire. Et donc, ça nous permet de suivre l'évolution de la température, la courbe de la température à l'intérieur du bâtiment, heure par heure. Évidemment, ici, dans notre expérience, c'était très important parce que ça nous a permis de régler le niveau de température au niveau le plus opportun. Et qu'est-ce que ça nous a donné comme résultat? C'est que ça nous a permis d'avoir une température de confort suffisante pour le personnel et nous avons accompagné cette démarche d'une démarche de sensibilisation. L'objectif était de faire en sorte que le personnel qui a accès à des télécommandes, comme dans tous les systèmes de climatisation, il a accès à des télécommandes, il puisse simplement avoir une information qui lui permette de savoir à quoi correspondent chacun des boutons. Et surtout, et le plus important, c'est surtout de bien expliquer que de manière automatique, le système de régulation joue son rôle et permet d'avoir la température de confort souhaitée. Et s'ils le souhaitent, si les occupants, le personnel le souhaitent, ils pouvaient avoir accès à la lecture de la température intérieure, ce qui permettait de rassurer et s'assurer que chacun n'ait pas dérogé, c'est-à-dire modifier la consigne de température intérieure. Voilà, donc mesure des consommations d'électricité, mesure des températures intérieures, sensibilisation du personnel, c'est ce qui nous a permis d'avoir les résultats que je vous présente tout de suite avec l'évolution des courbes. Alors évidemment là sur l'écran peut-être c'est un peu dense on va dire comme information, mais je vais vous expliquer ce que cela permet de voir. Vous avez en haut une courbe sur une semaine, donc du 6 juillet au 13 juillet, où vous voyez, donc le premier jour, ici on commence le lundi, c'est un jour fermé comme je vous l'ai expliqué, et on voit ici la mise en route du groupe froid. L'essentiel de la consommation ici, c'est ce qu'on appelle le talon de veille, c'est-à-dire un système de la ventilation, de l'éclairage, bref, qui sont permanents. Voilà, donc ça c'est la consommation sur une journée. La nuit suivante, on baisse, on redémarre le mercredi, on s'arrête le jeudi et ainsi de suite. Et là, en bas, nous avons fait un zoom sur la puissance appelée heure par heure. Vous voyez le détail, 6 heures, 8 heures, 10 heures. Donc, ça, c'est le démarrage simplement du groupe froid. On voit la puissance appelée qui reste dans les clous en termes de puissance souscrite. Et on voit bien le fonctionnement du système tout au long de la journée et l'arrêt effectivement qui est programmé et qui réalise. Alors, ce qui était très important, c'est effectivement d'être capable d'assurer donc il n'y avait pas ces dépassements et surtout que le matin, et ça c'est la courbe du haut qui nous le montre, vous avez la courbe de température qui est là-haut, et on la retrouve ici sur une journée. On voit très bien la baisse de température à la mise en route du groupe froid. La température est maintenue tout au cours de la journée et elle remonte la nuit avec le réchauffement puisqu'on a arrêté le groupe froid. Voilà. Le résultat de son plan d'action, tout d'abord, la température ambiante a été respectée. On est entre les températures qu'on a mesurées pendant la présence du personnel et des visiteurs et du public, étaient entre 24 et 24,1 et 25,5 degrés. Donc le système de climatisation a bien joué son rôle. Je vous rappelle qu'à l'époque, on montait à 35 degrés à l'ombre en température extérieure. On a pu éviter les dépassements de puissance souscrite au-delà du contrat, voyez, en
entre 20 kW qui sont consommés en veille la nuit et 80 kW en pointe au démarrage du groupe de froid. Et au total, ça nous a permis de réduire la consommation d'électricité du site de 19%. Voilà la mesure qui a été prise. On rapproche ça maintenant de ce que nous donnent les spécialistes ici de l'ADEME. On voit que nous avons 19% de réduction de la consommation d'électricité en ayant augmenté la consigne de température de 2 degrés. L'ADEME nous donne des chiffres équivalents. Si vous voyez, si on augmente la température de consigne de 1 degré, on réduit de 5 à 10%. On a fait 2 degrés, on est à 19%, donc on est bien dans les résultats et ça démontre, au moins sur ce type d'établissement, qu'on peut obtenir ce résultat simplement par de la régulation, de la mesure et de la sensibilisation. Voilà, j'en ai terminé avec ce retour d'expérience. Je vous propose à présent de regarder quelques solutions alternatives au système de climatisation qui là aussi sont très peu déployées par rapport à la climatisation, mais c'est juste pour vous donner ces informations sur ce qui existe. Donc voilà un système par exemple de géocooling. Donc là c'est un système en fait géothermique. On sait que l'eau sous-sol en fait a une température constante tout au long de l'année. Donc on peut utiliser cette température et les calories qui sont dans l'eau l'hiver on connaît pour faire du chauffage. Mais on peut également l'utiliser, donc les géocooling, c'est l'utilisation de cette eau fraîche, à peu près à 12 degrés en France, en permanence sous sol, on peut l'utiliser pour rafraîchir le bâtiment. Un autre exemple, c'est le free cooling. Le free cooling, c'est l'air. Au lieu de prendre de l'eau, c'est l'air. Donc on fait rentrer et on fait circuler l'air extérieur. La nuit, la température baissant, on profite de cette fraîcheur pour évacuer les calories du bâtiment à l'extérieur et rafraîchir sans avoir besoin de système. Un exemple du free cooling ici, c'est l'utilisation du free cooling pour un data center. Donc, si vous avez des serveurs informatiques, on utilise l'air frais de l'extérieur pour refroidir la pièce où se trouvent les serveurs informatiques et on expulse la chaleur à l'extérieur. Pour terminer, le refroidissement adiabatique. Donc là, le terme est un peu nouveau, on va dire, peu usité, mais il s'agit en fait d'utiliser de l'eau. Alors en fait, c'est le principe qu'on utilise depuis toujours. On met une serviette humide dans la chambre d'un enfant pour qu'il ait un peu plus de fraîcheur. C'est exactement le même principe. On va faire passer l'air chaud à travers un échangeur humide. Et donc, ce qui va permettre l'évaporation de l'eau et donc le rafraîchissement de la pièce. Voilà. J'en ai terminé avec cette présentation sur la climatisation. Il y a peut-être quelques questions. Alors, je vous propose de répondre aux questions qui nous sont posées dans le temps qui nous reste, qui nous est imparti, donc dans les 4 minutes qui nous restent. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, nous y répondrons. Et si vous souhaitez poser des questions, surtout n'hésitez pas sur le blog www.zerowater.com à nous poser des questions et dans la limite de nos capacités, nous y répondrons. Alors, comment avez-vous fait pour régler la température du groupe froid? Alors, le réglage de la température, en fait, nous n'avons pas fait le réglage. Nous nous sommes adressés à l'exploitant de chauffage du bâtiment qui, lui, a la main sur les systèmes. Donc, l'avantage, c'est qu'ils ont la connaissance et l'expertise de ces systèmes de régulation du froid et du chaud. Et donc, on est passé par leur intermédiaire. On leur a expliqué la démarche. Là aussi, c'est de la sensibilisation. J'ai parlé du personnel, mais aussi, c'est important d'intégrer tous les acteurs du bâtiment et en particulier l'exploitant pour expliquer ce que l'on va faire et qu'il adhère au projet et qu'il y participe parce que ce sont eux qui sont au jour le jour les responsables du fonctionnement de ces systèmes. Deuxième question, quelle a été la réaction des occupants, visiteurs et personnels? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ce qui a été apprécié, c'est cette démarche de sensibilisation, d'information avant d'agir, parce que ça permet d'expliquer et de ne pas imposer.
et de la compréhension. Et le deuxième point très intéressant, c'est sur la température. Pour donner un exemple que vous devez connaître également, on se rend compte qu'il y a des personnes aujourd'hui, hein, même avec de la canicule, qui viennent travailler avec un gilet parce qu'il fait trop frais dans leur bureau. Donc on comprend que nous avons effectivement, c'est un système complexe, hein, mais nous avons quelques progrès à faire. On va dire, il est anormal qu'une personne ait froid alors que dehors, on atteint 40 degrés Celsius. Vous déplacez-vous sur site? Alors, effectivement, bon, il y a deux sens peut-être à la question, mais il faut se déplacer. Oui, il est indispensable d'aller sur site, de rencontrer, d'expliquer, de voir comment fonctionnent les systèmes et connaître le bâtiment. Donc, se déplacer sur le site, oui, effectivement, dans le secteur géographique dans lequel on peut se trouver et intervenir. Alors, et une question, c'est quoi la température? Alors, la température ressentie, une question sur la température ressentie. Alors là, je suis pas un spécialiste pour répondre à cette question. Nous, disons que ce que l'on manipule et ce que l'on affiche, ce sont des températures qui sont mesurées par des systèmes ou des sondes qui ont un certain niveau de précision. Mais cette mesure, évidemment, c'est une mesure, on va dire physique, hein, de l'électronique qui est capable de prendre la mesure, et en aucun cas c'est une température ressentie par la personne. La mesure de la température ressentie, je pense que, enfin, en tous les cas, c'est un autre sujet en dehors de ce webinaire. Voilà, je vois que nous arrivons à la fin de notre session. Je tiens à vous remercier à nouveau pour votre participation, pour vos questions, pour les échanges qu'avec les uns et les autres au cours des éditions précédentes nous avons eues, et je suis convaincu que nous aurons encore pour celle-ci. L'objectif était de vous présenter une expérience, un retour d'expérience, de le partager avec vous, probablement de l'améliorer encore cet été, et je l'espère que vous puissiez vous-même l'utiliser pour le patrimoine dont vous avez la charge. Voilà, il me reste au nom de toute l'équipe du Zero Water à vous remercier une nouvelle fois et de nous retrouver lors de la prochaine édition de 33 minutes pour la planète.